Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de l'Inde et la gauche mondiale. Si vous découvrez l'émission, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement. Pensez aussi à devenir membre YouTube, à soutenir sur Patreon ou à faire un petit don via le lien dans la description. Sans plus attendre, permettez-moi d'accueillir notre invité de ce soir, le Dr Vijay Prasad. Le Dr Vijay Prasad est historien et auteur de plusieurs ouvrages. Vijay, bienvenue à nouveau dans l'Inde et la gauche mondiale. C'est un plaisir d'être avec vous. Oui, je voulais parler bien sûr de la guerre entre les États-Unis et Israël d'un côté et l'Iran de l'autre. Peut-être pourriez-vous commencer par partager vos commentaires sur ces 28 jours de guerre jusqu'à présent et sur la portée plus large du conflit. Je veux dire, si l'on regarde la situation après 3 semaines, on dirait que les États-Unis et Israël sont un peu dans l'impasse. Ils ont commencé avec cette théorie de la domination rapide, où l'on intervient, on tente de décapiter un dirigeant, de détruire les infrastructures, de terroriser le pays, puis à terme, le pays demande la paix. Le cas récent servant de test à cette approche, c'était le Venezuela. Décapiter la direction, menacer de détruire le pays, démontrer sa puissance, et ensuite le pays se rend. Le fait est que les Iraniens se préparent depuis des décennies à ce genre de scénario. Ce n'est pas comme s'ils n'avaient jamais connu de frappe majeure auparavant. L'année dernière seulement, pendant la guerre de 12 jours, en juillet 2025, les États-Unis et Israël ont pilonné les installations de recherche nucléaire de l'Iran, ses sites d'énergie nucléaire, et ainsi de suite. Donc, ce n'est pas comme s'ils n'avaient pas d'expérience. Et ce n'est pas non plus comme s'ils n'avaient pas d'expérience en matière d'assassinat. Vous savez, ils ont déjà fait face à des assassinats de scientifiques nucléaires et de hauts dirigeants. Qassem Soleimani a été tué à Bagdad lors d'une autre attaque, et ainsi de suite. Donc ce n'est pas comme s'ils n'avaient pas résisté à des attaques. Ils s'y sont préparés. Et d'après ce qu'on m'a dit, ils ont mis en place plusieurs niveaux, peut-être jusqu'à 8 niveaux de direction. Ainsi, une frappe de décapitation ne fonctionne pas. Vous pouvez tuer tout un groupe de dirigeants, mais ils auront toujours des dirigeants car ils ont construit des institutions. Je pense que c'est quelque chose qui n'est pas bien compris, que leurs dirigeants ne sont en un sens pas complètement remplaçables. Vous savez, quand ils perdent quelqu'un, ils peuvent de nouveau pourvoir le poste. C'est donc important. C'est une population de 100 millions d'habitants, un public instruit. Ils peuvent encaisser une frappe de décapitation. En ce qui concerne les pertes civiles, encore une fois, ils sont préparés. La population en a été informée. Ils ont mené une terrible guerre de 8 ans contre l'Irak, au cours de laquelle il y a eu un grand nombre de victimes civiles. Ils sont donc prêts à y résister. Et ils ont également mis en place une échelle d'escalade. Ils comprennent le conflit militaire. Au début, ils ont tiré des missiles assez ordinaires, puis ils ont tiré des missiles à ogives à fragmentation, et ils gardent en réserve leurs quelques 2000 petites embarcations qui se trouvent dans des criques et des cavernes sous-marines. Et vous savez, ils n'ont pas encore donné, pour ainsi dire, l'ordre aux différents groupes de milices de la région, en particulier en Irak, d'attaquer des cibles américaines. Les Iraniens ont donc la capacité d'intensifier le conflit. Les États-Unis et Israël ont déjà tiré leur coup. Que faire ensuite? Passer au nucléaire? Je veux dire, comment les États-Unis peuvent-ils encore monter d'un cran, tuer davantage de civils? Ce serait désastreux pour l'opinion mondiale. En ce sens, il est compréhensible que Donald Trump demande un cessez-le-feu, car les États-Unis n'ont plus d'option. Les Iraniens, eux, ne sont pas intéressés. Ils veulent bien plus qu'un cessez-le-feu. Ils veulent un véritable accord de paix qui inclut le Liban et l'Irak. Je ne pense pas que les États-Unis et les Israéliens accepteront cela. Et donc, ce n'est pas une affaire de 28 jours.
c'est le début d'une très longue période. Je voulais te poser rapidement une question sur ton point de vue concernant l'équilibre des pouvoirs. Je veux dire, je sais que tu n'es pas un expert militaire, mais tu es historien. Et je repense à la mise en garde de Mark Bloch dans son livre « Apologie pour l'histoire » ou « Métier d'historien » à propos des sources. Alors qu'il expliquait pourquoi les historiens doivent se montrer sceptiques face aux sources, il parlait de la guerre, car il avait vécu la Seconde Guerre mondiale. L'une des choses qu'il disait, c'était de ne pas croire la presse, surtout en temps de guerre, parce que presque tout ce qui en sort est mensonger. Donc, je voulais te demander, ou avoir ton point de vue, sur la manière dont tu considères l'équilibre des pouvoirs, étant donné que les médias dominants caricaturent la situation comme si l'Iran était au bord de l'effondrement. Cela ne s'est bien sûr pas produit, et ils sont exposés. Du côté iranien, Press TV et d'autres citent des rapports de Roussi, selon lesquels les États-Unis manquent de systèmes d'interception, de systèmes radars, et ainsi de suite. Ces équipements sont très coûteux, très onéreux, et compte tenu de la désindustrialisation des États-Unis, il est extrêmement difficile de soutenir une guerre à long terme. La capacité industrielle et la faculté d'assurer la sécurité des chaînes d'approvisionnement déterminent désormais l'issue d'un conflit. Quelles sont vos réflexions sur l'équilibre des forces dans ce conflit? Je veux dire, vous savez, évidemment, il faut être prudent, car c'est difficile à dire. Mais oui, revenons un peu en arrière depuis la guerre de Corée. Les États-Unis ont toujours affirmé qu'ils avaient triomphé, mais en réalité, c'est pas le cas. Je veux dire, ils ont dû accepter que la Corée soit divisée. Ils n'ont pas prévalu sur la partie nord de la Corée. Au Vietnam, les États-Unis ont été vaincus. En Afghanistan, ils ont dû se retirer à plusieurs reprises, incapables de l'emporter. Et lorsqu'il s'agit de l'Irak, je veux dire, j'étais en Irak juste après l'entrée des États-Unis. Et au début, cela ressemblait simplement à un bain de sang. Les États-Unis sont intervenus et il n'y avait aucun signe que les Irakiens puissent être en mesure de riposter. Vous savez, l'armée semblait s'être dissoute et ainsi de suite. Mais en 2004, Muqtada al-Sadr, alors très jeune, est apparu comme un chef de guérilla. Et les régions proches de Ramadi, Fallujah, Tikrit, la ville natale de Saddam Hussein, se sont soudainement soulevées dans une grande rébellion. L'armée qui avait disparu a retiré ses uniformes et est revenue combattre avec des tactiques de guérilla, clouant les États-Unis sur place. Les États-Unis ont fini par devoir quitter le pays. Ainsi, la victoire ou la défaite militaire ne dépendent pas uniquement de la force de votre armée ou de votre équipement, même si je reconnais qu'il y a des signes que les États-Unis ont du mal à se réarmer. Mais laissons de côté la question du matériel. Les guerres se gagnent par la politique, pas seulement par la force brute. Tu sais, je veux dire, oui, c'est vrai, tu peux tuer tout le monde, mais tu ne peux pas forcément les soumettre. Et c'est la subjugation qui est vraiment le but final d'une guerre. Les États-Unis ne vont pas pouvoir soumettre 100 millions d'Iraniens. Je veux dire, ce ne sont pas 22 millions d'Irakiens avec lesquels les États-Unis ont déjà eu du mal. Ce sont 100 millions d'Iraniens. Et tu sais, les Israéliens se trompent aussi dans leurs calculs, parce qu'il y a environ 7 millions de personnes en Israël. À peu près 7 millions. Je veux dire, de quoi parle-t-on? Même avec le matériel le plus sophistiqué, comment veux-tu mener une guerre terrestre? Tu vas envoyer des soldats israéliens en Iran? Tu es fou? Les États-Unis mobilisent des marines et d'autres forces pour s'approcher de l'Iran. Il y a entre 160 et 200 000 personnes, rien que dans le CGRI, le corps des gardiens de la révolution islamique. Rien que dans le CGRI, il y a environ 200 000 personnes, distinctes de l'armée iranienne.
Vous savez, il existe là-bas une énorme infrastructure militaire qui ne va pas simplement s'endormir. Donc, je ne sais pas quel était le plan des États-Unis. Je veux dire, si je dis que les Iraniens planifient depuis des décennies, j'espère que les États-Unis ont aussi préparé quelque chose. Qu'ont-ils fait? Dormi sur leurs deux oreilles en pensant que ces barbares allaient avoir peur quand on allumerait un pétard dans le ciel? Non, les Iraniens ne semblent pas s'en soucier. Ils sont prêts à défendre leur souveraineté. L'un des points évoqués à propos de la force ou de la riposte de l'Iran est l'escalade horizontale, ces attaques contre les bases américaines dans la région du Golfe. Je voulais relier cela à une question sur la signification de cette guerre pour l'Iran et pour l'impérialisme américain dans la région. À mon avis, c'est la première fois que les pays du Golfe doivent repenser les accords qu'ils ont conclus il y a peut-être 50 ans, depuis la crise pétrolière de 1973, qui portait essentiellement sur l'achat de sécurité en concluant une alliance avec les États-Unis. Et au fil de ces décennies, nous avons vu les pays voisins, de l'Irak à la Syrie, s'effondrer à cause de l'intervention occidentale, des guerres civiles, des tensions internes, et ainsi de suite. Mais ces pays du Golfe qui ont conclu une alliance avec les États-Unis sont restés, du moins en apparence, stables, ce qui leur a permis d'attirer des capitaux financiers, du tourisme et ainsi de suite. C'est probablement la première fois qu'ils doivent repenser cette situation. Maintenant qu'ils se rendent compte que cela les a rendus vulnérables aux attaques de l'Iran. Et face à ces attaques, ils ne sont pas capables de se défendre comme ils l'ont fait, par exemple, contre des acteurs non étatiques tels qu'Al-Qaïda ou l'État islamique en Irak et en Syrie. Comment voyez-vous la portée de tout cela pour l'existence ou la survie à long terme de l'impérialisme américain dans la région? Je veux dire, vous savez, c'est une question légitime. Les États arabes du Golfe ne se voyaient pas vraiment dans l'histoire. Il fut un temps où Beyrouth jouait le rôle de banquier du Moyen-Orient. C'était l'endroit où les gens allaient acheter des propriétés le long de la corniche, et il y avait de très grands et beaux bâtiments, tout comme il y en a aujourd'hui à Dubaï, et ainsi de suite. À cette époque, vous savez, il y avait des gratte-ciels. Pas des bâtiments du type Burj Dubai à Beyrouth, mais des constructions importantes pour l'époque. Puis la guerre civile est arrivée en 1975 et Beyrouth a cessé d'être ce centre. La guerre civile à Beyrouth a coïncidé à peu près avec le boom pétrolier et le rôle de Beyrouth a alors été transféré à Dubaï, puis finalement à Doha, mais d'abord à Dubaï et ainsi de suite. Eh bien, vous savez, ces choses ont une demi-vie. Vous avez connu une belle période de 1975 à 2025, 50 années d'un très bon parcours. Et maintenant, ayant décidé de vous jeter dans les bras des États-Unis et dans une sorte d'alliance de sécurité américaine, vous savez, il a toujours été évident que, comme les Iraniens l'ont montré, la base est moins une protection qu'un facteur de vulnérabilité. Elle fait de vous une cible. Et cela a toujours été inévitable. Je pense que ce n'était qu'une question de temps. À Doha, par exemple, les Qataris entretiennent en réalité de bonnes relations avec les Iraniens. Je me souviens avoir parlé à de hauts responsables qataris qui m'avaient expliqué que le Qatar souhaitait construire un pipeline sous-marin d'eau douce pour acheminer de l'eau fraîche d'Iran vers le Qatar. C'était à une époque où les usines de dessalement n'étaient pas encore disponibles. Tu sais, viable sur le plan économique. Donc ils entretenaient des relations correctes. Mais à cause de leur allégeance à la base américaine, ces relations se sont détériorées, pour de bonnes raisons, tu vois. Je veux dire, quand l'Arabie Saoudite et le Qatar ont eu leurs propres différends, il a été facile pour les Qataris d'ouvrir un dialogue avec l'Iran à ce moment-là.
Donc ce n'est pas comme si ces pays nourrissaient une animosité permanente. Il y a une ouverture là, une ouverture politique, sociale, économique. Mais les bases militaires exercent en réalité une pression sur cette relation. Et je ne sais pas ce qui va se passer. Les Émirats arabes unis vont-ils dire « redoublons d'efforts », comme on dit, sur cette stratégie avec les États-Unis et augmentons nos dépenses militaires, et ainsi de suite. Je veux dire, écoutez, il n'existe aucune réalité concevable dans laquelle les Émirats arabes unis pourraient entrer en guerre contre l'Iran. Aucune réalité concevable. Je veux dire, vous savez, les Émirats sont déjà engagés dans un conflit très sanglant au Soudan. Oui, ils soutiennent l'une des forces les plus brutales là-bas, pour des raisons liées à l'or et à d'autres intérêts. C'est un épisode sinistre de l'histoire des Émirats arabes unis. Mais je ne pense pas que les Émirats soient assez stupides pour se lancer dans un conflit direct avec l'Iran. Je veux dire, il suffirait que l'Iran envoie 2 ou 3 missiles sur les Émirats, en particulier sur l'Émirat de Dubaï, pour écraser politiquement le pays. Cela pourrait y provoquer un chaos énorme, vous savez. C'est la même chose pour le Qatar. Je veux dire, il est tout simplement inconcevable qu'ils aillent dans cette direction. Ils vont donc devoir chercher un autre paradigme de sécurité. Le CCG fonctionne. Oui, je veux dire qu'a fait le CCG, le Conseil de coopération du Golfe. Qu'a-t-il fait en réponse à cela? Rien. Vous savez qu'a fait l'Arabie saoudite en tant que plus grand pays? Pas grand-chose, vraiment. Ils restent en retrait. Ils sont aussi terrifiés par les effets en chaîne. Je veux dire Bahreïn, si Ali Sistani, qui est le marja numéro 1, le dirigeant irakien, le plus haut marja et taqlid de l'islam chiite, siffle la fin de la récréation et dit « Nous allons défendre l'Iran », il y a une révolution à Bahreïn dès le lendemain, impossible à arrêter. Oui, je veux dire, vous savez, la majorité chiite, avec un monarque sunnite, c'est la fin. C'était presque la fin pendant le printemps arabe. Et puis les Saoudiens ont envahi Bahreïn pour écraser le soulèvement. Oui, les Saoudiens ont dû envahir. Et l'armée saoudienne reste les bras croisés. Ils essayent de se remettre ou de se dégager de la guerre civile qu'ils ont menée indirectement au Yémen. C'est ce que disent de nombreux experts du Yémen. Je voulais vous poser rapidement une question à propos de l'Irak, compte tenu de la tension, de l'instabilité et de l'effet déstabilisateur que cette guerre y provoque. Nous avons reçu ce matin des rapports faisant état d'une frappe aérienne américaine sur la base de Habaniya, en Irak, qui aurait tué 5 soldats. L'Irak tente de se relever après des décennies de résistance et de conflits internes. Il y a également des informations selon lesquelles les exportations de pétrole irakien auraient chuté de 70% en raison du blocus dans le détroit d'Ormuz. Et les États-Unis ont entretenu des relations très complexes avec différentes factions en Irak. Comment voyez-vous l'impact de cette guerre sur l'Irak? Vous voyez, c'est vraiment intéressant. Ces derniers jours, pas seulement immédiatement, mais au cours des derniers jours, les États-Unis ont frappé diverses bases militaires où ils affirment que les forces de mobilisation populaire sont basées. Celles-ci sont généralement considérées comme pro-iraniennes, et ils les ont visées. Ils ont même touché une clinique médicale il y a quelques jours, et ainsi de suite. Je dirais que ces frappes sont pour l'essentiel non provoquées jusqu'à présent. Ce sont des frappes préventives, car comme je l'ai dit, ces groupes n'ont pas encore commencé à attaquer les bases américaines. Ils attendent. C'est l'échelle de l'escalade. Quand le signal sera donné et que ces groupes passeront à l'action, les bases américaines seront extrêmement vulnérables. Non seulement dans la province d'Anbar, où cette frappe a eu lieu, mais aussi dans le nord, à Erbil et dans des endroits similaires. Il y a déjà eu une sorte d'incendie mystérieux à Erbil, et je ne sais pas exactement ce qui s'est passé.
Je ne pense pas que quiconque sache ce qui s'est passé. Mais le fait est que les États-Unis mènent des frappes préventives sur ces bases parce qu'ils savent que l'escalade est très très dangereuse pour eux. Et ce n'est pas seulement en Irak. L'Irak est l'épicentre. Quand l'Irak bougera, ce sera un gros problème pour les États-Unis. Oui, l'Irak est l'épicentre. Mais il ne faut pas sous-estimer le fait qu'il y a toutes sortes de groupes installés en Syrie qui attendent de passer à l'action. Ces groupes sont là depuis longtemps. Ils sont aguerris. Ils ont combattu à Kalamoun, je les ai vus. Certains d'entre eux se sont entraînés en Irak. Oui, ils sont venus en Irak pour s'entraîner, puis ont traversé en Syrie. Vous savez, ces groupes défendaient le gouvernement Assad. Puis après l'effondrement du gouvernement Assad, ils se sont mis en sommeil. Ce sont des cellules dormantes. Je ne sais pas quand elles bougeront. Nous ne savons pas. Ansar Allah ou les soi-disant Houthis au Yémen sont restés plutôt silencieux. D'une manière ou d'une autre, le mot d'ordre a circulé parmi ces groupes. Attendez. Ne tirez pas maintenant. Ce n'est pas le moment. Ils attendent quelque chose. Et je trouve ce silence assez glaçant, si vous voyez ce que je veux dire. Si vous êtes assis dans une base américaine, encerclé et que personne ne tire sur vous, vous ne pouvez pas dormir la nuit, parce qu'ils pourraient vous attaquer à tout moment. Ils attendent qu'un signal retentisse. Et c'est la raison pour laquelle, malgré l'assassinat de Qassem Soleimani, malgré la véritable érosion du pouvoir du Hezbollah et malgré le renversement du gouvernement en Syrie, entre autres, cela ne signifie pas que ces soi-disant circuits de résistance ont été complètement anéantis. Ils existent. Il ne faut pas beaucoup de monde pour semer le chaos. Quelques lance-roquettes ici et là, tirées sur des bases. Les États-Unis ne peuvent pas tolérer un grand nombre de pertes humaines. C'est un fait. L'Iran peut en subir car ils se battent pour leur survie, pour défendre leur patrie. Et qu'en est-il d'un gamin de l'Iowa? Il ne défend pas l'Iowa. Il est là-bas assis en Irak se demandant « Qu'est-ce que je fais à Erbil? Oui, renvoyez-moi chez moi. » Le moral ne sera pas aussi élevé que celui des Iraniens. C'est un autre élément du calcul. Particulièrement dans cette guerre, les sondages d'opinion aux États-Unis affichent des chiffres très très négatifs. Je veux dire, c'est probablement l'une de ces rares guerres qui ont été impopulaires dès le départ. D'habitude, les Américains commencent à avoir une opinion négative d'une guerre lorsqu'elle commence à leur nuire. Mais ici, c'est l'inverse. Même dans un sondage de Fox News, je crois que c'était hier ou avant-hier, environ 2/3 des téléspectateurs de Fox News ont déclaré que cette guerre avait été menée de manière désastreuse. Je voulais évoquer Israël, car c'est un immense avant-poste de l'Empire américain dans la région. Et peu importe combien nous parlons du dilemme des pays du CCG, peu importe combien nous évoquons la situation en Irak et en Syrie, l'épicentre principal de tout cela reste Israël. Et il est très difficile de savoir exactement ce qui s'y passe, compte tenu de la censure en Israël concernant l'impact de cette guerre. Avant la guerre, bien sûr, en juin dernier, nous avons appris par la suite que la guerre avec l'Iran avait été très déstabilisante pour eux sur le plan interne, économique et politique. Quelle est votre perception de ce qui se passe en Israël en conséquence de tout cela? Sachant qu'ils ont également ouvert un front au Liban et que nous assistons maintenant à une invasion terrestre du sud du Liban ainsi qu'à des pertes parmi les soldats israéliens là-bas. Quelle est, selon vous, l'ampleur de l'impact de tout cela en Israël? Oui, donc, je veux dire, c'est très intéressant parce qu'il y a environ un jour, le chef d'état-major israélien a fait une déclaration publique. C'est inhabituel de voir un chef militaire parler ouvertement du fait que l'armée n'est pas vraiment capable de gérer 3 fronts. Le général Zamir a dit « Écoutez,
Si vous continuez à essayer de tenir la ligne à Gaza, alors vous êtes en guerre totale au Liban. Et puis il y a cette guerre avec l'Iran. Là encore, aucune idée de ce qui pourrait se passer si des milices en Syrie commençaient à tirer sur des postes israéliens, et ainsi de suite. Donc le chef d'état-major, le général Yael Zamir, a dit « Vous savez, nous avons un problème ». Puis juste après cela, fait intéressant, le chef de l'opposition, Yael Lapid, a déclaré que l'armée était, selon ses mots, poussée à la limite et au-delà. J'ai trouvé que c'était une phrase intéressante, poussée à la limite et au-delà. Je veux dire, cela fait un moment que nous n'avons pas entendu Netanyahou avec sa fanfaronnade habituelle. Vous savez, à un moment donné, il y a eu une longue période où les gens pensaient qu'il avait été tué. Eh bien, qu'il ait été tué ou non est sans importance. Le Netanyahou fanfaron est mort. On ne le voit plus parader sur scène, donner des conférences de presse quotidiennes, parler de la réussite de la guerre. Il a disparu. Les premières pages montrent le chef de l'opposition, pas Benjamin Netanyahou. C'est Yair Lapid qui dit « Nous ne gagnons pas la situation ». Et je ne parle pas seulement de la guerre, je parle de toute la situation. Il dit en substance « Nous sommes poussés à la limite. Nous ne pouvons pas gagner dans cette situation globale. » La Palestine, le Liban et l'Iran maintenant. Et j'ajoute à ce poids. Le Yémen est silencieux, l'Irak est silencieux, la Syrie est silencieuse. Alors Yair Lapid dit, suivant le chef militaire, « Nous avons des ennuis. » Où est Netanyahou? Son silence, la bravade mise en sourdine, montre que les Israéliens, même cette partie des Israéliens, ont reconnu qu'il s'agissait d'une erreur de calcul. C'est une grave erreur de calcul. Ils sont en train de perdre la guerre contre l'Iran. Je ne pense pas que c'était quelque chose qu'ils avaient anticipé. Oui, ils pensaient, frappe de décapitation, ceci, cela, ils installeraient le prince héritier à Téhéran et tout irait bien. Ils ont mal évalué les manifestations de décembre dernier. Ils pensaient que les manifestations étaient contre le gouvernement. En réalité, elles l'étaient, mais elles visaient aussi les politiques gouvernementales. Ils étaient contre l'inflation. Vous savez, les gens sont en colère à cause de l'inflation. Ils étaient contre les politiques financières, mais disaient-ils, déchirons la constitution de l'Iran, ramenons le Shah et installons une ambassade israélienne à l'intérieur du palais présidentiel. Est-ce cela que voulait le peuple? Les Israéliens et les États-Unis ont exagéré ce qui se passait en décembre. La diaspora iranienne à l'étranger est leur bas. Vous voyez, c'est là le problème. Quand on commence à suivre les instructions de ses propres bots, de ses propres fermes à trolls, quand on commence à croire à sa propre propagande, on se heurte à la réalité. Et ils se sont heurtés à la réalité. Vous avez posé une bonne question. Et Israël alors? Eh bien, laissez-moi vous demander, où est passé Netanyahou? Je voudrais élargir un peu cette conversation et la replacer dans le cadre de la discussion sur le Sud global et sa relation avec l'Occident. Il y a toujours eu des divisions au sein du Sud global concernant les attitudes envers l'Occident. Une partie du Sud global est majoritairement de droite, et cela devient plus visible là où les gouvernements sont eux-mêmes de droite. L'Inde en est un bon exemple. Elle a été pro-occidentale, ou du moins ambivalente, lorsqu'il s'agit de questions claires et tranchées. Par exemple, le gouvernement indien n'a jamais condamné le génocide qui a eu lieu à Gaza. Son attitude jusqu'à présent dans cette guerre a été très honteuse, et l'on peut penser à d'autres pays. Et étant donné que cela survient après la guerre tarifaire imposée à une grande partie du Sud global, dont les économies ont dû supporter le lourd tribut de ces tarifs sévères et injustifiés, des petits aux grands pays, ainsi que la tentative d'enlèvement de Nicolás Maduro, le président vénézuélien,
Les pays du Sud global devraient désormais voir, s'ils ne l'ont pas déjà fait, le visage nu de l'impérialisme américain. Ils devraient se rapprocher de plus en plus des BRICS et d'autres alternatives non occidentales. Quelle est, selon vous, la manière dont le Sud global réagit à cela, compte tenu de l'impact économique considérable de l'ensemble? Je veux dire, comme je suis en Inde, j'ai vu l'impact sur le secteur de l'énergie. Je veux dire, on ne trouve plus de bouteilles de gaz GPL dans ma province de l'Assam en ce moment. Les bouteilles commerciales sont épuisées, et je le sais parce que j'ai récemment ouvert une petite boulangerie. Il y a d'énormes files d'attente aux stations-service. On ne trouve ni diesel ni essence. Mais le gouvernement reste silencieux. Et il y a d'importantes ouvertures, je dirais, du côté iranien, sur ce que l'Inde peut faire, comment elle peut négocier, et ainsi de suite. Ma question plus large pour vous est donc la suivante. Comment ces développements, les plus récents, y compris cette guerre, influencent-ils l'avenir du Sud global en ce qui concerne son attitude vis-à-vis de l'impérialisme occidental? Je veux dire, écoutez, franchement, la question à aborder devrait être ce qui est nécessaire pour votre peuple. Toute politique étrangère devrait partir de là. Et l'Inde a en réalité fait un très mauvais travail à ce sujet. Je suis très déçu par le ministre des Affaires étrangères, M. Jaishankar. Je veux dire, il fait parfois de très bonnes déclarations. Par exemple, dans votre émission, j'ai évoqué sa déclaration où il a dit « Nous ne suivons pas la mentalité de l'OTAN ». Eh bien, il serait intéressant, pendant toute cette période, ces 20 années de gouvernement Modi, d'avoir eu un texte qui ait tenté de présenter une théorie cohérente de la politique étrangère indienne. Tu sais, il n'y en a pas. J'ai cherché. Il n'existe aucun texte unique comme un livre blanc sur la politique étrangère indienne. D'accord, tu dis, nous rejetons la naïveté néhruvienne. Très bien, mettons de côté la naïveté néhruvienne. Alors, quel est le réalisme de Modi? Où est le texte à ce sujet? Pourquoi l'Inde s'engage-t-elle avec les BRICS? L'Iran est un pays des BRICS? Oui, c'est un membre à part entière. L'Iran est un important fournisseur de pétrole, un pays d'environ 100 millions d'habitants, avec d'immenses liens culturels avec l'Inde. Israël n'a pas de pétrole, aucun pétrole à fournir à l'Inde. Il n'y a aucun avantage tangible pour l'Inde à entretenir des relations avec Israël. Tu sais, si tu parles de centaines de millions d'Indiens, ils tirent un avantage concret plus important d'un prix stable et bas du pétrole et du gaz provenant des États arabes du Golfe que d'Israël. Un avantage concret, oui. Enfin, où est le texte, mec? Je ne sais pas. Je ne l'ai pas vu. Tu sais, les Chinois ont publié des textes, même les Russes ont un texte sur leur vision du monde. Je ne le vois pas du côté de l'Inde. Et c'est ce que l'Inde faisait autrefois, et j'aimerais le voir. Je ne sais pas, même si des intellectuels proches du gouvernement ont écrit ce texte, une théorie de la politique étrangère indienne à l'ère Modi. Où est-il? Est-ce entièrement guidé par le pragmatisme? Le refus de l'Inde d'arrêter d'acheter de l'énergie russe était-il pragmatique? Je pense que oui. Mais je pense aussi que c'était un peu au-delà du pragmatisme. Il s'agissait aussi de réfléchir en termes de relations de l'Inde avec la Russie. Mais quelle est la théorie derrière cela? Est-ce une théorie asianiste? Est-ce simplement de la nostalgie pour une époque où nous entretenions une relation très étroite avec l'Union soviétique? Qu'est-ce que c'est? Je ne comprends pas. Vous avez parlé du Sud global, mais ensuite vous vous êtes concentré sur l'Inde, donc la tentation est d'y rester. Mais si nous prenons du recul pour revenir au Sud global, je pense qu'en ce moment, la majorité des habitants du monde comprennent très clairement, y compris les gens aux États-Unis, comme vous l'avez dit, qu'il s'agit d'une guerre d'agression, d'une guerre absolument inutile imposée par les États-Unis et Israël à l'Iran, une guerre absolument non provoquée.
Et cette guerre a eu un impact économique énorme, et elle continuera d'affecter la population mondiale pendant longtemps. Hier, Larry Fink de BlackRock a dit quelque chose de banal, mais je pense que cela vaut la peine d'être répété. C'est totalement banal. Il a dit que dans un an, au passage, le prix du baril de Brent est d'environ $105, juste pour référence, donc autour de 105. Larry Fink a dit que l'année prochaine, dans un an, le prix du pétrole sera soit de $40 le baril, soit de $150 le baril. Il a ajouté qu'il ne pourrait pas se situer entre les deux. J'ai trouvé cela intéressant. C'est un écart considérable de la part de M. Larry Fink. Mais ce qu'il dit, c'est qu'au bout d'un an, soit il y aura la subordination complète de l'Iran, c'est-à-dire $40 le baril, soit les États-Unis accepteront que l'Iran soit une grande puissance mondiale et décideront de se retirer. Voilà les deux options pour un baril à $40. Ou bien les États-Unis et Israël devront continuer à s'enliser dans cette guerre, tandis que l'Iran refusera de céder et les prix du pétrole atteindront $150. Pourquoi 150? Mais certainement pas en dessous. Ce sont donc les deux, ou plutôt trois, choix possibles. Le premier, c'est que l'Iran capitule et s'effondre, que le Shah revienne, et ainsi de suite. C'est un scénario totalement inconcevable. La deuxième possibilité, c'est que les États-Unis doivent accepter l'Iran comme un pays dont le gouvernement est la République islamique, et ainsi de suite, sauf que c'est la réalité, non? Et alors on peut avoir un accord de paix. Ou bien la troisième option, c'est que ça dure toute une année. Très possible. Écoute, avais-tu imaginé que la guerre en Ukraine se poursuivrait encore en 2026? Je ne pense pas. Je ne crois pas que tu t'attendais à ce qu'elle s'enlise. Qu'il y a seulement quelques jours, les Russes envahiraient Kiev en plein après-midi avec plus d'une centaine de drones. Je n'aurais certainement pas imaginé que cela durerait aussi longtemps pendant des années. Oui, encore et encore. En ce qui concerne les prix du pétrole et de l'énergie, il existe également une voie dont on parle désormais. Et cela s'inscrit dans le contexte du fait que cette guerre a, pour des raisons bonnes ou mauvaises, profité à la Chine et à la Russie de différentes manières. L'une des choses que l'on dit à propos du secteur énergétique, c'est que si les pays du Sud global, ou d'ailleurs l'Europe, si leurs dirigeants sont assez intelligents pour comprendre les vulnérabilités liées à la dépendance aux combustibles fossiles, étant donné que nombre de ces corridors de transit passent par des points d'étranglement vulnérables aux guerres. Et puisque nous vivons aujourd'hui à une époque de guerre, dans cette phase du capitalisme impérial tardif, ou tardif, disons, de l'impérialisme américain, il pourrait y avoir une recherche de technologies chinoises d'énergie verte, bon marché et efficace. Cela pourrait conduire à une accélération très rapide de la diffusion de ces technologies. Au départ, les Chinois en tireraient beaucoup d'avantages, mais à terme, il y aurait davantage de production nationale dans d'autres pays. Et cela pourrait être une voie pour sortir de ce bourbier qu'est l'économie fondée sur les combustibles fossiles. Quelle est votre réponse? Je veux dire, oui, c'est déjà en train de se produire. Cuba, par exemple, fait face à un embargo pétrolier brutal imposé par les États-Unis, et le pays doit accélérer sa transition vers les panneaux solaires, essayer de se procurer des batteries, et ainsi de suite. Mais cela se passe ailleurs aussi. Tu sais, tous les pays vont bouger. Je veux dire, il est plus probable que cette guerre nous pousse vers les énergies renouvelables que n'importe quel sommet sur le climat. N'importe quel sommet sur le climat. Et certainement plus qu'une COP qui est devenue à peu près inutile. Oui, les rapports du GIEC ne sont pas aussi importants que le fait que les prix du pétrole doublent dans de nombreux pays. Oui, c'est tout à fait vrai. Je veux dire, tu as ouvert une boulangerie, félicitations. Tu devrais installer des panneaux solaires sur le toit.
You should put solar panels on the roof and maybe you go back to. Et vous savez, peut-être qu'on pourrait revenir à ce que mon grand-père avait construit à Dehradun, c'est-à-dire une usine de biogaz à base de bouse de buffle il y a 100 ans. Oui, il avait quelques buffles, et la bouse de ces buffles, les déchets, alimentait un malaxeur, et toute l'électricité de sa ferme provenait de cette usine de biogaz. Il était hors réseau il y a 100 ans. Vous voyez donc, oui, il existe de nombreuses options. Maintenant, je l'admets, une usine de biogaz. On ne peut pas faire tourner un ordinateur avec ça. On n'obtiendra tout simplement pas assez d'énergie pour faire fonctionner, disons, une machine à laver ou quelque chose de ce genre. Donc il faut quelque chose de plus et il faut de bonnes batteries. Pourquoi l'Inde ne produit-elle pas de panneaux solaires et de batteries de haute qualité? C'est stupéfiant. Oui, une partie de la raison, c'est tout cet embargo sur le commerce avec la Chine. Maintenant, on observe un léger assouplissement, mais on a traversé 2 ou 3 années de cette folie. Et il y a toujours eu des plaintes de la part de la classe des affaires. Une partie de la raison de la normalisation entre l'Inde et la Chine, c'est que la classe des affaires n'a cessé de se plaindre de ces embargos commerciaux. Et c'est l'une des principales raisons pour lesquelles cette normalisation a eu lieu. Je veux dire, il y avait les tarifs douaniers et la façon dont les États-Unis ont trahi les sentiments des Indiens, et ainsi de suite. Mais oui, merci. Je pourrais aussi réussir à obtenir quelques subventions pour l'usine de gaz de bouse si je pouvais la reconditionner en vache sacrée et tout ça. Mais blague mise à part, absolument. Bien joué, bien joué. Oui, blague mise à part, je voulais conclure en te posant une dernière question sur Cuba. Lorsque j'organisais cet entretien, on m'a dit que tu étais allé à Cuba ou que tu participais à des séminaires sur Cuba. J'ai le sentiment, et j'espère me tromper, que le Venezuela, l'Iran, puis Cuba, et mon cœur se serre en le disant, mais c'est ce qui semble écrit sur le mur, d'après ce que je vois, avec des gens comme Rubio et d'autres qui se livrent à ces jeux géopolitiques d'essai, comme aiment les appeler de nombreux responsables américains. Quelle est la probabilité d'une autre guerre ou d'une opération de changement de régime à Cuba? Je veux dire, vous savez, les États-Unis essayent de renverser la révolution cubaine depuis 1959. Donc c'est pas comme s'ils partaient de zéro. Ils essayent de l'étouffer, et les gens essayent de briser cet embargo. Trump a dit directement, d'abord l'Iran, puis Cuba. Le problème, c'est qu'il va se retrouver piégé en Iran. Et c'est un vrai problème. Je ne pense pas que le conflit iranien va se terminer rapidement, ni facilement, et je ne crois pas qu'il y ait un appétit pour une invasion rapide de Cuba. Je pense qu'il n'y a vraiment aucun appétit pour cela, vous savez, dans le pays. J'étais à La Havane il y a environ 10 ou 12 jours. C'est une situation difficile. Il y a des coupures de courant et tout le reste. C'est pas une situation facile. Mais ils vont se battre, mec. Ils veulent pas redevenir un paradis pour gangsters. Oui, c'est un pays souverain. Et je suis d'accord avec The Hindu. The Hindu a publié un très bon éditorial, tu sais, qui disait en gros « Où est l'Inde? Où sont ces pays? Pourquoi ne se lève-t-il pas pour dire que c'est absurde ?» Cela viole le droit international, viole l'article 2 et l'article 17 de la Charte des Nations Unies. Parfois, j'ai l'impression d'être seul à avoir mémorisé la Charte des Nations Unies, Moore. Peut-être Norman Finkelstein. Je ne suis pas sûr. Nous allons rester là, Vijay. C'était une conversation fascinante et je te remercie beaucoup pour ton temps. J'apprécie vraiment les réponses que tu as données. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Ayushman. Avec Moudiar Jyotishman, nous avons lancé cette plateforme. Au cours des 2 dernières années, nous avons essayé de créer du contenu pour les forces de gauche et progressistes.
Jusqu'à présent, nous avons interviewé des économistes, des historiens, des commentateurs politiques et des militants. Si vous avez apprécié notre contenu et souhaitez que nous construisions une archive pour la gauche, j'ai 2 demandes à vous faire. Veuillez envisager de faire un don à cette cause. Le lien se trouve dans la description ci-dessous. Et si vous ne le pouvez pas, ne vous en faites pas. Vous pouvez toujours aimer nos vidéos et les partager avec vos camarades. Enfin, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Don't forget to hit the subscribe button.